Je tourne beaucoup sur le cancer du pancréas parce que c'est sûr que les cancers hépatobiliaires, c'est sûr qu'on peut se promener le foie, le pancréas, les voies biliaires, la vésicule, il y a beaucoup de choses. Là. Mais ce qui regroupe beaucoup, qui est assez représentatif autant de la pathologie, des investigations, de toutes les méthodes de palliation, c'est beaucoup le cancer du pancréas. C'est beaucoup de la clientèle qu'on va référer dans des milieux comme ici. Parce que malheureusement, beaucoup de nos patients qui ont un cancer du pancréas savent aussi de quoi ils vont décéder parce que malheureusement, c'est des mauvaises maladies, puis on n'est pas toujours très, très bon dans nos résultats. On essaye d'aider, mais on a des résultats variables. Je ne sais pas s'il y en a qui parlent des fois avec les gens un petit peu à Saint-Luc. Sur la photo, on est 5 joueurs. En fait, on est actuellement 6 chirurgiens à l'hôpital Saint-Luc. Dr. Letourneau, on va me passer, Dr. Place, la dame, Michel Dagenière et Al Lapointe. Puis un des collègues, un nouveau venu qui s'appelle Vandenbroek, qui est un Français. Donc, on est 6 chirurgiens à ne faire exclusivement que la chirurgie du foie et du pancréas. Ce qui fait qu'on a un volume d'activité qui n'est pas négligeable. On a toujours une cinquantaine, soixantaine de patients hospitalisés à l'hôpital. En termes de volume, cancer du pancréas, de Whipple, de la chirurgie, je vais parler tantôt, on en fait à peu près 100 à 150 par année, ça dépend des années, donc on a quand même un bon volume d'activité. En volume d'activité de palliation, Dr. Letourneau est oncologue, donc c'est lui qui fait notre chimio, c'est lui qui fait la chimio palliative des cancers du pancréas, donc il envoie un volume astronomique. Moi, je fais l'endoscopie rétrograde aussi, donc toutes les prothèses que vous pouvez voir dans nos patients qui viennent ici. On a un volume de référence qui est de la province, j'en fais au-dessus de 1000 par année, donc c'est sûr que ça donne du volume. Donc, c'est sûr qu'on est exposé à un gros volume de ces patients-là. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, parler de l'investigation, les traitements quand on veut être curatif, donc la chirurgie évidemment principalement, mais parler aussi des traitements médicaux, de la chimiothérapie. Puis manifestement, on n'a pas le choix d'aller dans le côté de la palliation parce que la plupart de nos patients vont éventuellement récidiver même s'ils sont opérés et vont finir avec des soins palliatifs éventuellement. Je couvre à peu près tout, mais s'il y a des questions sur une diapo, c'est plus facile de la poser pendant que je suis dessus. Donc, n'hésitez pas, ça ne me dérange vraiment pas de me faire couper quand je présente. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, allez-y, ça me fait plaisir. Donc, c'est sûr, le cancer du pancréas, on a un bon volume annuellement. En fait, nous, on en voit tous les jours. On dit souvent qu'un omnipraticien dans un bureau en verra peut-être pas de sa pratique ou un ou deux. Dans une clinique standard, on peut facilement avoir une dizaine de suivis ou de nouveaux cas. Donc, pour nous, c'est vraiment là, du quotidien. Si on regarde 9 à 10 cas par 100 000 personnes, au Québec, en 2000, environ 800, donc presque 900 nouveaux cas annuellement pour le Québec. Donc, c'est beaucoup. Aux États-Unis, on parle de 42 000 patients par année. Puis c'est 42 000 patients qui vont probablement décéder dans l'année ou l'année et demie suivante. Donc, c'est sûr que c'est des patients qui deviennent rapidement très lourds. Dans le point de vue des cancers du tube digestif, c'est la deuxième cause après le cancer de l'intestin. Donc, c'est sûr que c'est une grosse incidence. Puis, globalement, mortalité par cancer, on parle de quatrième cause. Donc, tout dépendant quelle étude qu'on lit, quelle population, quelle année, c'est quatrième, cinquième, mais ça demeure dans ces eaux-là. On voit que l'incidence a augmenté graduellement au cours des années. Depuis peut-être 1970 environ, on dirait qu'il y a un certain plafonnement, là, puis que c'est assez fixe. Oui. On est plusieurs médecins, on avait l'impression que ça avait augmenté l'incidence, ou c'est parce qu'ils sont plus jeunes, il me semble? On en voit des très jeunes. C'est sûr que quand on regarde la littérature, ils vont dire que c'est relativement stable. Nous, on voit des gens de plus en plus jeunes. Le plus jeune que j'ai eu à date, c'est 18 ans. Donc, on voit là, vraiment de toutes sortes de choses. C'est sûr qu'ils sont référés de partout, donc on est biaisé un petit peu, là. Mais dans la quarantaine, on en voit régulier. Oui, ça, je pense que... Juste reprendre les questions, parce que dans le fond, je pense qu'ils n'entendent pas beaucoup les questions. OK. Peut-être les reprendre plus fort pour que tout le monde en bénéficie. Vous m'entendez dans le fond, oui? Moi, j'essaie de... Pas tellement? OK, je vais aller plus fort. Donc, si on regarde un petit peu, quand on parle des faits, c'est quoi la situation? Bien, il reste que le cancer du pancréas, la seule option de cure, de traitement pour sauver ces patients-là, c'est la chirurgie. Par contre, il y a beaucoup plus d'appelés que d'élus.
On parle globalement qu'environ 15 à 20 seulement de tous les patients avec un cancer du pancréas vont être amenés en salle d'opération. Donc, c'est sûr que la majorité du temps, quand on a un nouveau patient en clinique externe avec un diagnostic de cancer du pancréas, on sait qu'on embarque dans une discussion de non-résection, de palliation, de traitement alternatif. Et la discussion de la chirurgie est beaucoup moins fréquente. Et il faut réaliser qu'il y a bon nombre de patients qu'on amène en salle d'opération, mais qu'on ne fera pas la chirurgie parce qu'on a beau avoir la machinerie qu'on a, on a beau avoir les bilans qu'on a. Il y a bon nombre de patients qui, rendus en salle d'opération, on va trouver des métastases hépatiques, de la carcinomatose, des envahissements vasculaires. Donc, quand on regarde les chiffres, là, tout dépendant de la qualité de l'investigation, ça peut aller maximum 50 à 60 des cancers du pancréas amenés en salle d'opération qu'on va réséquer. Donc, on parle là, avec presque un pile ou face. Donc, les patients sont toujours découragés parce que, initialement, ils ont le diagnostic, après ça, on évalue ça, puis on s'en va en salle d'opération en leur disant que c'est pile ou face, puis qu'il y a des autres possibilités qu'on sorte de là sans avoir fait la résection. Donc, c'est sûr, c'est souvent décourageant. Les résultats ne sont pas fantastiques. On parle de 25 de survie à 5 ans, puis ça, c'est dans les bons candidats. C'est-à-dire les petites lésions, moins de 2 cm, ganglions négatifs, marge négative. On en a 1 ou 2 par année comme ça. Donc, c'est exceptionnel. Puis, si je regarde sur le groupe des chirurgiens, on a chacun assez d'une main pour compter nos patients qui ont dépassé les 5-6 ans. Puis, on a un de temps en temps là, dans les 8-9 ans. Et c'est vraiment l'exception. Les patients comme ça qui sont amenés à la chirurgie et qui, à posteriori, on se rend compte qu'ils ont des bonnes survies, est-ce qu'initialement, au diagnostic, c'est découvert tout de suite, puis c'est des gens qui sont présentés avec des douleurs? La majorité des patients qui vont être évalués, puis chez qui on va diagnostiquer un cancer du pancréas, ils se présentent pour ictère, donc ils ont déjà un certain volume tumoral. Les découvertes fortuites, on en a de temps en temps. Ces découvertes-là, des fois, c'est le patient qui va se présenter avec une pancréatite aiguë, puis là, il passe l'examen, on va passer une écho-endoscopie, puis là, on l'attrape, c'est tout petit. Ça, ceux-là sont assez bons. D'autres diagnostics, c'est où on opérait pour une autre raison. Exemple, j'ai opéré un patient pancréas divisable, pancréatite chronique, puis j'ai trouvé un cancer qui mesurait 6 mm. Bon, c'est sûr, ça fait 6-7 ans, puis elle est sûrement guérie. Puis elle est chanceuse parce qu'elle est chirurgienne, puis elle fait des soins palliatifs. Donc, elle a une bonne combinaison, mais ça va bien. Alors, c'est certain que la majorité des patients, on part perdant. Puis les plus chanceux, en fait, c'est ceux que la lésion est petite, mais tout près du cholédoque et que l'ictère est arrivé précocement. Mais des découvertes par hasard, au scan, un cancer de moins de 2 cm, ils vont le manquer. La majorité du temps, ça prend une écho-endoscopie, puis on n'a pas besoin d'une écho-endoscopie comme ça de dépistage, donc c'est rare. Si on regarde la survie à 5 ans, ganglion positif, on vient de baisser à 10 Donc, c'est sûr que sur le volume de patients qu'on voit, le volume qu'on amène en salle d'op, le volume qu'on résèque, au bout de 5 ans, là, ça fait un petit groupe de patients qui est très diminué. De plus en plus, on va pousser pour les traitements adjuvants. On sait qu'avec les études, avec la chimio adjuvante, donc après la chirurgie, on améliore nos survies. On parle de 45 versus 30 Donc 45 avec les traitements versus 30 s'il n'y a pas de traitement. Mais on parle de 3 ans à ce moment-là. Donc, si on regarde au moment où on voit un patient, on l'évalue, on fait le diagnostic, déjà, on part avec des maladies qui sont avancées. Donc, 7 des patients ont une maladie localisée, qui est un petit peu le patient qu'on discute. 40 ont déjà des ganglions, ont déjà une atteinte vasculaire, donc bon nombre de ces patients-là ne sont pas résécables. Puis d'un 30 à 40 qui vont arriver d'emblée avec des métastases hépatiques, péritonéales ou ganglionnaires à distance. Donc, c'est sûr que les chiffres sont très mauvais. Quand on parle de médiane de survie, parce que souvent ils vont mettre les courbes, les survies actuarielles, puis ils sont belles, mais la médiane donne quand même un meilleur son de cloche. Alors, ganglion négatif, la médiane de survie, on parle de 20 à 24 mois. Ça, c'est pas chirurgie, donc le pourcentage a l'air plus beau que la médiane. Ganglion positif, on vient de baisser de 10 à 15 mois. Puis le patient qui arrive métastatique, la médiane de survie, c'est environ 4 mois. Donc, c'est sûr que c'est pas des très bonnes maladies. Donc, quand on doit penser ou suspecter un cancer du pancréas,
C'est sûr que le patient qui arrive à un certain âge, qui n'a aucune raison d'être diabétique, qui n'est pas obèse, qui n'a pas d'histoire familiale, qui arrive avec un diabète de novo, il faut penser à un cancer en dessous de ça. C'est souvent les gros cancers, c'est plus souvent les cancers du corps ou de la queue du pancréas parce qu'ils vont avoir une atrophie importante de la glande. Mais on l'attrape de temps en temps, puis il y a quand même bon nombre de patients qui vont avoir un diabète qui est apparu dans les derniers mois avant le diagnostic. La pancréatite aiguë inexpliquée, c'est sûr, on ne peut pas partir en peur à chaque fois qu'on voit un patient qui fait une pancréatite parce que je sais qu'il y en a. La majorité des pancréatites vont être biliaires, une certaine composante alcoolique, mais si quelqu'un de 65 ans arrive avec une pancréatite inexpliquée, qui a eu une échographie, qu'il n'y a pas de pierre dans la vésicule, qu'il n'y a plus de vésicule, qu'il n'y a pas de contexte, il faut se poser la question, c'est de voir jusqu'où on est prêt à pousser le bilan, parce qu'il y a un bon nombre de patients qui passent énormément d'examens, mais on attrape la même chose dans des circonstances comme ça, donc il faut y penser. Puis dès qu'on a la moindre suspicion, bien, ça ne veut pas dire qu'il faut tout prescrire, mais au moins commencer avec une échographie abdominale. C'est sûr que si l'échographie est faite, qu'on ne voit pas de lésion, qu'il n'y a pas de dilatation des voies biliaires, qu'il n'y a pas de dilatation du canal pancréatique, il y a probablement des bonnes chances qu'on ne manque pas de lésions qui seraient suffisamment grosses pour entraîner la pancréatite. Donc, cliniquement, c'est ce qu'on disait un petit peu tantôt, la plupart des patients vont nous arriver avec un certain élément de douleur. Par contre, la douleur abdominale, épigastrique qui va aller dans le dos, typiquement, va être augmentée par les aliments, mais les gens qui se présentent avec des douleurs de base comme ça déjà, habituellement, c'est mauvais signe. C'est souvent des cancers qui sont déjà avancés, qui ont un envahissement vasculaire, un envahissement des plexus nerveux, et à ce moment-là, les gens vont avoir ces douleurs-là. La perte pondérale est presque de routine. La plupart des gens ne filent pas, fatigués, une certaine anorexie qui a duré pendant un certain nombre de semaines avant. Ce n'est pas toujours cliniquement évident, mais il y a souvent un élément de stéatorée, d'insuffisance pancréatique par obstruction du canal pancréatique. Thrombophlébite qui sont connus. On n'en voit pas si souvent que ça. Les thrombophlébite qu'on voit, c'est rarement le mode de présentation. C'est plus une maladie avancée qui est rendue souvent en soins palliatifs ou presque, qui va arriver avec les thrombophlébite. Il y a des embolies artérielles qui sont décrites. Une dépression out of the blue, comme on dit, c'est plus souvent décrit qu'un cancer de la queue du pancréas. C'est des entités qui sont associées. Chez quelqu'un qui arrive sans raison, 65 ans, un état dépressif, c'est un des diagnostics. Le diabète, la même qu'on avait parlé tantôt. Puis c'est sûr que selon le tableau, bien, il y a des gens qui vont nous arriver d'emblée avec des métastases, avec des carcinomatoses, avec des douleurs osseuses. Donc il y a des gens qui arrivent avec un tableau là, qui est déjà relativement avancé. Donc le pancréas a un petit côté pas très pratique parce qu'il est comme complètement dans le fond du ventre. Donc on dit dans le rétro-péritoine. Donc, il y a un paquet de structures qui sont devant, il y a un paquet de choses autour et dans les environs. Les choses qui nous compliquent toujours un petit peu la vie. Donc, si on imagine, on a l'estomac qui est en avant, le pancréas est ici en arrière, donc complètement caché. On a la veine cave, la veine porte, donc un paquet de vaisseaux qui sont autour, qu'on voit ici encore en couple avec le centre du pancréas qui a été enlevé. Donc, c'est ça qui rend les chirurgies difficiles. C'est ça qui fait aussi qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas opérables parce qu'il faut réaliser que la tête de pancréas mesure à peu près 3 cm de diamètre. Donc, si quelqu'un arrive avec une lésion de 3 cm, c'est déjà pris après un paquet de structures. Lisse pancréatique, donc la portion du centre, c'est gros à peu près comme mon pouce. Donc, on n'a pas besoin de mettre un gros cancer là-dedans, que la veine porte est prise, que les structures vasculaires vont être prises autour. Donc, c'est l'anatomie. Puis c'est ça aussi au point de vue chirurgical qui nous complique la vie parfois. Au point de vue artériel, c'est sûr qu'on a l'aorte en centrale, le tronc cœliaque et l'artère mésentérique, donc l'artère qui nourrit les intestins. Donc tout ça, c'est tout pris ensemble. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce coin-là. C'est ça qui fait que dès qu'une lésion est le moindrement volumineuse, à ce moment-là, on ne peut pas opérer. Puis il reste que c'est rare même que des lésions en haut de 3 cm vont être opérables, parce que justement, à 3 cm déjà, il y a des bonnes chances qu'on accroche des structures vitales. D'un point de vue macroscopique, quand vous ouvrez, justement, vous tombez sur une maladie qui est assez avancée, est-ce qu'il y a une composante inflammatoire importante au pourtour de la lésion? Parce que d'un point de vue palliatif, on a souvent l'impression que quand on va justement ajouter soit du décadron ou on évoque des anti-inflammatoires, parce que moi, dans ma tête, vous avez tous les sucres pancréatiques, puisque là, c'est une maladie avancée.
jauge dans l'inflammation, on a là un levier pour améliorer le confort. Quand vous ouvrez, vous avez des maladies avancées, est-ce que vous envoyez beaucoup d'inflammation ou pas tant que ça? Habituellement, il n'y a pas tant d'inflammation. Par contre, c'est sûr que si le patient s'est présenté à point de départ avec une pancréatite aiguë, là, il y a plus d'inflammation. Mais le cancer ordinaire là, qui s'est présenté avec un tableau dictaire, nous, visuellement ou à la chirurgie, il n'y a pas beaucoup d'inflammation. Par contre, souvent, il y a une différence entre le volume de la lésion mesuré sur les rayons X puis le volume de la lésion mesuré en pathologie quand on le resecte. Parce qu'il y a toujours un peu de pancréatite périlésionnelle. Puis c'est ça, cette inflammation-là, qui, nous autres, n'est pas si évidente que ça à voir, parce que c'est pas la grosse inflammation, mais qui peut répondre justement aux stéroïdes, parce qu'il y en a. Il y en a toujours un certain état inflammatoire, juste par le phénomène obstructif des canaux pancréatiques biliaires. Si les gens ont des prothèses, la plupart des gens ont des prothèses biliaires quand on les opère, donc il y a de l'inflammation aussi à cause de ça. Donc, c'est sûr que la plupart des patients non résécables qui ont de l'envahissement vasculaire, il y a de l'inflammation autour des vaisseaux, des plexus planchniques. Si on met du Décadron, on coupe un peu cette inflammation-là, puis ça donne un coup de pouce. Donc, ça colle bien. Excusez-moi. Oui. Je pense qu'aux États-Unis, quand ils opèrent le pancréas, automatiquement, ils vont faire un bloc pour diminuer les douleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se fait au Québec. C'est rare qu'on le fait maintenant. C'est quelque chose qui se faisait avant. Il faut dire que le bloc opératoire, il faut faire une échographie pour localiser le tronc cœliaque. Il faut aller infiltrer de chaque côté du tronc cœliaque. Mais on ne voit pas bien où on va avec l'aiguille et souvent les injections vont être incomplètes. Ou si les gens vont trop loin, il y a déjà eu des infiltrations de la moelle. Et l'infiltration est à l'alcool absolu d'habitude. Donc, ça peut être très dangereux. Ça se fait de façon chirurgicale où on va disséquer les plexus pour les couper. Par contre, si c'est un cancer qui n'est pas opérable, habituellement, ces plexus-là sont pris, donc d'aller couper là-dedans, c'est presque pas faisable. Et les résultats actuellement sont tellement bons en écho-endoscopie. Il est beaucoup plus précis parce que lui, il voit très bien, c'est magnifié sur son écran. Il voit son aiguille arriver, il voit le tronc cœliaque, ils font du Doppler à ce moment-là. Donc, il est beaucoup plus précis, puis il peut le répéter. J'en reparle à un moment donné. Là. Mais à la salle d'opération, c'est très rare qu'on va le faire parce que s'ils ne sont pas opérables, l'infiltration fait que ça devient techniquement difficile et probablement plus dangereux que l'écho-endoscopie. Donc, quand on investigue les patients, le but, c'est évidemment, on veut établir le diagnostic, on veut savoir de quoi ça relève parce qu'il faut imaginer si on voit le patient qui arrive habituellement avec un cancer du pancréas, il va arriver avec son tableau dictaire à l'urgence ou référé à la clinique. Puis là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a, jusqu'où ça va, est-ce qu'on va pouvoir opérer, puis l'opération va dépendre, est-ce qu'il y a des métastases ou pas, est-ce qu'il y a une extension vasculaire ou pas. Puis c'est sûr qu'en bout de ligne, il y a la condition médicale du patient. Comme je disais tantôt, on a beaucoup de jeunes patients qui nous arrivent, mais classiquement, le cancer du pancréas, c'est une maladie de soixantaine avancée, mais surtout dans les 70 et même un peu plus haut. Donc, à un moment donné, il y a la condition médicale du patient, il y a l'âge du patient. Puis là, il faut se poser des questions avec tout ça. Donc, on veut savoir cancer ou pas cancer, opérable ou pas opérable. Puis là, après ça, on y va avec ça. Donc, c'est le but principal là, de faire notre investigation. Donc, si on prend un exemple, un monsieur de 70 ans qui arrive justement à l'urgence, 39 de fièvre, puis il y a son ictère qui apparaît. Globalement, en bon état, les blancs à 19 000, il y a une bilirubine à 130, donc il est manifestement ictérique, avec des phosphatases alcalines élevées. On fait une échographie, puis il y a une masse au niveau de la tête du pancréas qui a l'air d'une tumeur d'un cancer de 3 cm. Les voies biliaires dilatées, il n'y a pas de cholécystite. Donc la question, quand on arrive devant une situation de même, qu'est-ce qu'on fait? Où là, on a fort probablement un cancer du pancréas, mais jusqu'à preuve du contraire, avec la fièvre qu'il y a là, il y a probablement de la cholangite. Donc, le premier examen à faire à ce moment-là, c'est de régler le problème d'infection, parce qu'on s'occupera du problème de tumeur. Donc, ces patients-là, à ce moment-là, d'emblée, on va aller à la CPRE. CPRE, c'est cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique, en français, en anglais, ERCP. Alors, ce que ça sous-entend, c'est un scope, donc un peu comme un gastroscope. La différence, un gastroscope et un coloscope, on voit au bout du scope. Le scope, ce qu'on appelle, là, on appelle ça un scope à vision latérale. Donc, on ne voit pas en avant, on voit dans le côté. Et à ce moment-là, quand on est dans le duodénum, on voit qu'il y a une encoche ici. Alors, la lumière est ici, la fibre optique est là, puis on voit qu'il y a des instruments qui sortent dans le côté du scope. Donc, on travaille comme dans le côté de l'instrument.
ce qui fait qu'on peut bien se placer devant l'ampoule, donc l'arrivée des canaux de la bile et du cholédoque, puis on peut rentrer à ce moment-là dans les structures, alors qu'on ne pourrait pas avec un scope standard. Puis là, il y a différentes manettes pour relever, tourner à gauche, tourner à droite, puis nos instruments ont des babelles là-dessus aussi. Là, fait que, comme Direction me dit, c'est mon petit jeu de Nintendo à peu près. C'est bien le fun à faire pareil. Alors, ça nous permet, nous autres, d'aller faire des belles petites choses de fun. Donc, le but de l'examen, quand on le fait, il peut être diagnostique. Alors, quand on parle de CPRE, on parle de CPRE diagnostique, on parle de thérapeutique. Donc, diagnostic, bien, ça le dit, on veut juste aller voir. Ça n'existe plus en 2010 à peu près de l'endoscopie rétrograde diagnostique parce que c'est un examen qui est quand même agressant. Il faut dire que le patient est sous sédation intraveineuse relativement lourde. Il y a les risques de la technique, donc l'introduction d'un scope, d'aller au niveau de l'intestin, on peut perforer l'œsophage, l'estomac, le duodénum. À partir du moment où on rentre des canules, des instruments, la principale complication, c'est des pancréatites, qui varient selon l'indication, puis qui varient selon qui est à l'autre bout du scope, c'est-à-dire celui qui fait l'examen. Et les chiffres varient de 2-3% à 15-20%, donc de bon à pas bon. Et à ce moment-là, donc, il y a un risque réel à faire ça. On peut faire de la cholangite, on peut faire toutes sortes de complications. Donc, il y a à peu près plus d'indications avec les scans, les résonances, les écho-endoscopies, d'aller faire une CPRE dans un but de juste aller colorer les voies biliaires pour voir. Donc, le but est absolument thérapeutique. Puis la principale raison, c'est les pierres. Les gens qui ont des pierres, évidemment. Puis il y a beaucoup de cas de cancer. Quand on fait des cancers, là, c'est d'aller mettre des tubes, des prothèses, débloquer les choses. Je vais vous en montrer tantôt là, différentes sortes de prothèses. Donc, à ce moment-là, dans un cas comme ici, où on a un cancer du pancréas en cholangite, ce qu'on veut, c'est mettre une prothèse, décomprimer les voies biliaires, puis là, après ça, on verra pour la suite. L'autre avantage, on peut faire des biopsies. C'est comme sur un guide, ça ressemble à une brosse à biberon à peu près, si on veut, pour ceux qui ont les bébés frais en tête, en plus petit. Puis c'est simplement qu'on passe la brosse à l'intérieur de la sténose. C'est de la cytologie. Les résultats sont absolument très bons. Donc, encore là, on en fait de moins en moins du brossage parce qu'en écho-endoscopie, c'est tellement plus facile que les autres, ils vont à l'aiguille puis ils voient ce qu'ils font, puis ils ont un meilleur rendement, mais on en fait quand même là, quand c'est nécessaire. Ça permet de mettre les prothèses. Puis, il y a certaines maladies du pancréas où il y a du mucus, là, ce qu'on appelle les TIPMP, qui sont des papilles, des polypes dans le versum. Ça fait du mucus, puis quand on les scope, c'est évident. Vous parlez d'écho-endoscopie. Oui. Un écho-endoscopie, c'est la même technique, si on veut, dans le sens c'est un scope. Au bout du scope, lui, il a une vision terminale. Donc, il voit au bout de son scope. À peu près à 1 cm avant l'extrémité du scope, il y a une bague qui est à peu près longue comme ça, mais qui a une bonne grosseur. Donc, c'est pas facile pour les gens qui grossit le volume du scope. Ça, c'est une sonde d'échographie radiaire. Donc, je vais en avoir une photo tantôt, vous allez voir l'image, là, mais qu'on voit tout le tour en périphérie. Donc, lui, habituellement, l'examen est fait dans l'estomac. Des fois, il va aller dans le duodénum. Habituellement, il va juste s'asseoir dans le fond de l'estomac, là, au niveau antral, proche du pilar. Puis avec ça, selon les sondes qu'ils prennent, ils voient très bien. Le pancréas, c'est comme si on le levait dans les mains, c'est magnifié de façon importante. Et là, il voit parfaitement bien. Puis il y a une chemise de travail pour descendre une aiguille. Donc, il voit parfaitement où l'aiguille va. Puis là, il peut aller faire des biopsies ou, comme je parlais tantôt, aller geler les nerfs, donc en infiltrant à cet endroit-là. Donc, c'est une belle technique. Nous autres, ça nous a... c'est super bon. Il faut dire, nous, on est chanceux. À Saint-Luc, le premier qui a parti ça à peu près au Québec, Dr. Sahaï, puis un deuxième qui s'est joint à lui, Dr. Paquin, sont incroyables. Ils en font 3000 par année. Donc, ils ont un énorme volume. Puis pour nous autres, là, ça a vraiment révolutionné autant l'investigation des patients que le management, exemple, pour la douleur. Le même cas que tantôt, donc le patient qui arrive avec sa jaunisse, sa bilirubine à 130, l'échographie qui montre la lésion au niveau du pancréas, mais il va bien, il ne fait pas de fièvre, il est correct. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on ne devrait pas aller à la CPRE d'emblée, puis je vais revenir sur les indications, parce qu'on en fait beaucoup, mais ce n'est peut-être pas tout nécessaire. Donc, à point de départ, si on voit le patient qui est avec son ictère, c'est de savoir est-il en angiocolite ou pas. S'il est en angiocolite, on l'a dit, on s'en va en CPRE, puis après, on complète le bilan. S'il n'y a pas d'infection, ce qu'on veut évaluer, c'est ce qu'on venait tantôt, est-ce qu'il est opérable, puis c'est quoi le bilan d'extension. Et là, on va passer à ce moment-là au scan abdominal pour aller voir ce qui se passe. Donc, dans notre démarche, c'est sûr qu'on part avec notre patient qui est avec nos signes, nos symptômes. Puis là, on embarque dans nos examens radiologiques qu'on va discuter.
les marqueurs tumoraux qu'on va discuter, puis là, de là, on prend une décision de où on peut s'en aller avec ce patient-là. Donc, le scan abdominal, c'est sûr que les machines maintenant sont beaucoup développées, ce qu'on appelle les multibarrettes. On a une bien meilleure résolution. Les scans sont faits de façon beaucoup plus rapide. C'est super important. Un scan pour un pancréas ne devrait jamais être fait C-. On en voit encore des fois, mais il n'y a aucune raison de faire un scan C-. Donc, il faut toujours que ça soit fait avec du contraste intraveineux, du contraste dans le tube digestif. Il faut toujours que ça soit des coupes minces, dans le sens qu'il y a des protocoles où ils vont faire les tranches. Si on veut là, au 10 mm, en deux tranches de 10 mm, on peut manquer beaucoup de choses. Alors, dans du pancréas, habituellement, il faut 3 mm. Puis on fait les 3 séquences, au moins 2, c'est-à-dire la phase artérielle où le bolus arrive en intra-artériel. Une phase un peu plus tardive où on a la phase portale, puis on peut faire la phase parenchymateuse, mais au moins artérielle et portale. Puis un scan, c'est moins aucune valeur. Si on regarde ici sur le scan, ça ici, c'est un cancer du pancréas. Ce qui est en blanc ici, c'est la veine mésentérique supérieure qui est envahie. Mais s'il n'y a pas de colorant dedans, ça va avoir toute la même couleur que le pancréas, puis ça a l'air de rien, puis on va penser que c'est opérable, alors que l'examen n'a aucune valeur. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais accepter un scan C- pour investiguer un cancer du pancréas. Ça n'a pas sa place. Puis c'est important de faire les reconstructions. Habituellement, ils vont faire les reconstructions sagittales, frontales, parce qu'à ce moment-là, on a des bien meilleures évaluations au niveau vasculaire, donc de voir comme il faut la veine porte, les vaisseaux mésentériques et tout. Donc, pour voir encore, on peut-tu opérer ou pas. La résonance magnétique, on ne la fait pas de routine. En fait, la résonance magnétique pour les organes du rétropéritoine est souvent pas plus avantageuse. Les patients qui ont un petit peu de difficulté à retenir leur respiration, tout bouge, on perd la résolution. Donc, l'indication principale, c'est le patient qui ne peut pas avoir un scan. Donc, quelqu'un qui aurait une allergie incroyable à l'iode, même préparé, qui réagit, bien là, ça pourrait devenir une indication. L'autre indication, c'est si on a un doute, exemple de métastase hépatique sur le scan, là, la résonance peut nous aider à trancher. Et finalement, si on veut voir les voies biliaires, quand on fait la portion de cholangio-pancréato-résonance, à ce moment-là, on voit bien l'arbre biliaire, on voit bien le canal pancréatique, mais sans manipulation. Il faudrait dire que quand on fait les cholangio-résonances, les pancréato-résonances, en fait, on ne fait rien. C'est juste la reconstruction par ordinateur, donc il n'y a pas d'injection de colorant, il n'y a pas rien. Par la résonance, on va chercher par les fenêtres ce qui est liquidien. Donc, évidemment, que la bile étant liquide, si on les fait ressortir, bien, on les voit bien, mais il n'y a pas un colorant spécial, il n'y a pas de manipulation spéciale. Donc, est-ce qu'on devrait faire une CPRE ou une résonance à ces patients-là? Bien, en fait, c'est deux objectifs différents. Si on veut voir les voies biliaires, si on veut voir le canal pancréatique, mais qu'on ne veut pas rentrer un tube, les risques et tout ça, la résonance va être supérieure en sensibilité et en spécificité. Par contre, la résonance, c'est juste de l'imagerie. Si on veut décomprimer les voies biliaires, si on veut aller faire d'autres techniques, là, évidemment, ça devient la CPRE. Donc, on compare quelque chose qui ne se compare pas, là, dans le sens que si on regarde là-dessus, on va dire que la résonance est supérieure, mais elle est supérieure pour voir en n'ayant pas le désavantage de l'endoscopie, mais on compare des choses qui sont différentes. Donc, si on envoie une image ici d'écho-endoscopie, donc le scope se trouve être comme au milieu ici. Ce qu'on voit, c'est les images d'échographie radiaire. Puis là, il est situé au niveau du bulbe duodénal à cet endroit-là. Donc, il y a comme une image tout le tour d'échographie. Il y a la moitié de l'image qui ne nous intéresse pas. Mais ce qu'on voit, ça, c'est le canal pancréatique, le cholédoque. On voit très bien la lésion qui est ici. Mais il faudrait dire que cette lésion-là mesure à peu près 2 cm. Mais là, c'est tellement bien, puis la qualité de l'imagerie est tellement bonne. Alors, c'est pour ça que lui, il voit bien. Puis si, à ce moment-là, il va faire sa biopsie, bien, il va voir son aiguille arriver, puis il va la rentrer en visualisation directe. Puis il voit qu'il rentre dedans. Puis là, c'est un système de ponction dans l'aiguille, donc il ne bouge plus, puis il fait de la cytologie sur la masse ou les ganglions, parce qu'ils vont biopsier les ganglions au tronc cœliaque. Il peut voir toutes sortes de choses. Comme je marque, c'est pas rare qu'ils vont faire l'examen. Le scan est beau, l'écho abdominal était beau, mais lui, il va avoir 3 métastases hépatiques, puis il biopsie, puis on a la réponse, puis ça règle la discussion. C'est sûr que ce qu'il voit du foie, c'est ce qui est proche de l'estomac. Donc, c'est plus le côté gauche du foie. Mais c'est assez fréquemment qu'ils peuvent nous attraper des métastases comme ça. Donc, pour nous autres, l'écho-endoscopie, c'est vraiment très bon. Ça nous permet de faire la biopsie. Une biopsie qui n'a pas de risque de sémage, parce qu'à chaque fois qu'on fait une biopsie, la crainte, c'est de répandre la maladie. Donc, on ne fait jamais de biopsie d'un cancer du pancréas en scan, en faisant une ponction percutannée, parce qu'à ce moment-là, on va passer dans la cavité abdominale, puis on peut répandre le cancer. Donc, toutes les biopsies sont toujours faites en écho-endoscopie. C'est plus précis, beaucoup plus sécuritaire. S'il y a des vaisseaux
il va les voir parce qu'il peut faire du Doppler, donc à ce moment-là, ça va éviter d'avoir des complications hémorragiques. Par contre, il y a un petit risque de faire une pancréatite à chaque fois qu'il fait ça, mais c'est rare que c'est des pancréatites là, significatives. Donc, pour nous autres, c'est un très bon examen. Il voit bien les vaisseaux, il voit bien toutes les structures, donc c'est très, très bon pour nous autres. Le TEP scan ou PET scan, c'est plus pour le bilan métastatique. Puis dans le cancer du pancréas, ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon routinière. Il y a des gens qui ont essayé de regarder, parce que nous, des fois, la difficulté qu'on a, exemple, quelqu'un qui prend une certaine quantité d'alcool depuis 10 ans, puis une tête de pancréas un peu grosse, puis là, il y a un petit peu de jaunisse. Est-ce que c'est une pancréatite chronique ou c'est un cancer du pancréas? Puis des fois, c'est difficile de trancher. L'écho-endoscopie, maintenant, nous aide énormément. Il y a des gens qui ont essayé de faire des PET scans pour ça. Ça n'a pas donné des résultats fantastiques. Donc, on le fait parfois quand on est pris avec des lésions un petit peu à distance, soit au poumon ou au foie, puis qu'on ne vient pas à bout de trancher. Des fois, le PET scan va aider. Mais la majorité du temps, quand on n'est pas capable de trancher, c'est des petites lésions, puis un PET scan, les lésions en bas d'1 centimètre, habituellement, il est mort. Donc, ça n'a pas un gros rôle pour nous autres, puis on ne s'en sert pas énormément. Donc, c'est sûr, on peut comparer un peu les chiffres de sensibilité, de spécificité des différents tests qu'on fait pour détecter la tumeur. À un moment donné, veut pas, les études datent toujours un petit peu, puis la machine c'est des résultats très bons, que je pense dépassent ces chiffres-là. L'écho-endoscopie, évidemment, c'est complètement opérateur. La personne, qu'on a un examen qui est négatif ailleurs, on leur fait chier, puis les réponses sont là, puis les résultats sont là. Donc, c'est sûr, c'est énormément de l'expérience des gens qui font la technique. Les marqueurs tumoraux, il y a différents marqueurs qui ont été utilisés. Le principal qu'on va voir dans le cancer du pancréas, c'est le CA19-9. En fait, c'est cancer pancréas, voie biliaire, vésicule biliaire, cholangiocarcinome intrahépatique. Toutes ces tumeurs-là peuvent en sécréter. C'est ni très sensible, ni très spécifique, au sens où un des problèmes, c'est que s'il y a de l'inflammation, ça peut modifier les chiffres complètement. C'est pour ça que si on regarde la CA19-9, même dans des pathologies bénignes, il y a jusqu'à 20 de ces gens-là qui vont avoir des chiffres élevés. Moi, j'ai un patient qui avait une sténose du cholédoque, des CA19-9 à 3000, je suis sûr que c'est un cancer. C'est une pierre enclavée dans le cholédoque que j'ai resséquée à merveille comme un cancer, puis il n'y avait pas de cancer. C'était juste l'état inflammatoire, puis tout s'est normalisé après ça. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas un test diagnostique. Ça nous aide des fois à trancher, exemple, pancréatite chronique, cancer, puis c'est un élément de plus. Mais si quelqu'un arrive avec un petit peu de jaunisse, puis on fait ça, c'est la première feuille de prescription. Si ça revient à 200, il ne faut pas aller dire qu'il y a un cancer. Il y a peut-être quand même juste une cholangite avec une pierre, puis ça, c'est pas diagnostic. Donc, le principal, comme je dis, c'est le CA19-9. Le chiffre en soi a une certaine valeur. Plus le chiffre est haut, plus on est presque sûr que ça va être un cancer si on a le contexte qui est là. Et donc, si on regarde en haut de 200, c'est comme 95 de chance ou de probabilité que ce soit un cancer associé. L'autre point, c'est la valeur en soi. Plus c'est haut, plus il y a probablement un volume tumoral élevé, et donc moins il y a de chances qu'on puisse le resséquer. C'est sûr que ce n'est pas une absolue certitude, mais si on regarde en haut de 150, on parle de 88 des patients qui vont être non ressécables. Donc, c'est sûr, des fois, on va opérer un patient qui a des chiffres élevés, mais que tout le reste a l'air beau. On part toujours un peu craintif, puis la plupart du temps, on les a avisés d'avance encore plus à ce moment-là, puis la plupart du temps, on va trouver plus de maladies. Il y avait une main en arrière. En fait, c'est le rôle principal, c'est la dernière ligne, c'est pour ça qu'on ne le voit pas bien. Alors, le problème du CA19-9 dans le suivi, en fait, ce qu'on veut savoir idéalement, c'est est-ce qu'il était élevé avant, parce que ce n'est pas toutes les tumeurs qui en produisent, mais c'est sûr que si le patient s'est présenté avec un CA19-9 à 200 au diagnostic, qu'on l'a opéré, c'est normalisé, ça devient un super bon outil pour le suivi. Puis, ce qui va être le plus fiable pour détecter la récidive, ça va être l'état clinique, parce qu'une journée, le patient va arriver, il ne file pas, il a mal dans le dos, il a perdu un peu de poids. Les CA19-9 vont être augmentés ou ils vont être en courbe croissante. Puis là, ensuite, l'imagerie va arriver. Mais c'est clair qu'une récidive va être diagnostiquée plus vite avec les marqueurs tumoraux et la clinique qu'avec un scan.
Donc, c'est très discutable. Moi, personnellement, je ne fais pas de scan. Je ne suis pas les patients opérés avec des scans parce qu'il n'y a pas de bénéfice. On n'attrape rien. Si on attrape quelque chose, c'est parce qu'il venait à la clinique puis il ne filait pas puis les marqueurs tumoraux avaient augmenté. Donc, à un moment donné, ça fait de l'imagerie pour rien, pour réaliser qu'à partir du moment où on trouve la récidive, à part que de vouloir faire de la chimio, on n'a pas d'option. Il n'y a pas de deuxième chirurgie après une première chirurgie. L'autre élément où ils s'en servent, c'est les patients sous chimiothérapie. Ça peut donner un indice, au sens où si le patient est en chimio palliative, puis qu'on part avec un certain niveau de CA19-9, la majorité des gens qui répondent, les chiffres vont baisser. Alors que s'ils continuent à monter, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc, à partir du moment où on a une masse pancréatique, première des choses, à moins de l'infection, on fait notre scan abdominal. Est-ce que le patient est résécable? S'il est résécable, chirurgie. C'est là, tantôt, quand je parlais de l'endoscopie rétrograde, les gens n'ont pas besoin d'une CPRE s'ils sont ictériques, s'ils sont opérables, puis opérés dans un délai qui a du bon sens. C'est ça le problème, je vais en reparler un petit peu après, mais si on voit un patient, puis on fait le bilan, puis il va être opéré une semaine, 10 jours après, à moins qu'il y ait un ictère incroyable qui se gratte au sang parce qu'il y a tellement de prurés à ce moment-là, il ne devrait pas avoir d'endoscopie. Je vais en reparler plus en détail, là, mais ce patient-là devrait être amené tout simplement en salle d'opération. Là, ça dépend de la réalité où on travaille, puis c'est quoi nos délais de salle d'opération, puis là, c'est là que ça se discute. Sinon, résécable, habituellement, on va parler de biopsie. Biopsie, parce qu'il y a une différence entre se faire dire qu'on a un adénocarcinome du pancréas versus une tumeur neuroendocrine. Donc, on veut savoir. L'autre chose, c'est qu'il n'y a personne qui va aller orienter un traitement de chimiothérapie s'il n'y a pas un diagnostic histologique. Donc, ça se conçoit bien. Par contre, vous avez vu qu'il n'y a pas le mot biopsie dans la colonne de gauche. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour opérer les patients. Je reviens aussi là-dessus tantôt. Mais si la personne arrive et est ictérique, il a 55 ans, il y a une masse de 3 cm dans le pancréas, puis le scan est beau, c'est à 99% sûr un cancer. Puis si ce n'est pas un cancer, la seule façon de l'exclure au complet, puis de régler le problème, c'est de faire la chirurgie. Donc, des fois, les gens sont surpris qu'on fasse une chirurgie aussi lourde sans diagnostic, mais c'est vraiment pas nécessaire. Sauf certaines circonstances que je vais reparler. Par contre, pour aller dans le palliatif, là, ça se conçoit facilement. Mais on a toujours une population de patients qu'on dit limite. Donc, ça, c'est le patient où on ne fit pas trop. Puis le scan, ça passe peut-être, mais la veine est un peu proche. Puis là, on hésite. Ou il y a une certaine condition médicale qui est plus sévère. Mais là, à ce moment-là, c'est sûr que là, on va pousser plus loin. Avec l'écho-endo, avec la CPRE, des fois, pour aller essayer d'évaluer est-ce que c'est quelque chose qui va plus loin dans le duodénum, qui est plus gros